Autre thème, autre conférence, tout aussi intéressant, comprendre et prévenir les AVC par Life Medical Control, c'est avec notre partenaire Groupama. Et pour animer cette conférence, je suis avec Claire Bory. Bonjour, vous êtes chef du projet NeuroCoach. Je vais vous demander de vous présenter votre travail s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Claire Bory. Je suis chef de produit d'un dispositif médical qui s'appelle NeuroCoach. C'est ce petit dispositif. Je reconnais certaines têtes que j'ai déjà vues sur le stand de Groupama. C'est un dispositif qui permet d'aller rechercher des facteurs de risque d'AVC. Et c'est un dispositif qui est fabriqué ici, à Saint-Étienne, plus précisément à Saint-Jean-Bonnefond, et qui a été développé avec le CHU de Saint-Étienne. Donc c'est aussi une fierté de pouvoir dire qu'on est local. Et le but de ce dispositif, c'est d'enregistrer le signal cardiaque pour pouvoir aller rechercher des facteurs de risque qui sont souvent asymptomatiques mais bien présents pour pouvoir les prendre en charge le plus tôt possible et éviter typiquement l'AVC. Alors comment est-ce que votre dispositif fonctionne ? Oui, alors très bonne question. Donc c'est ce petit appareil donc, qui est très simple et très, pas du tout encombrant, qui s'utilise avec, attention, démonstration, un cordon du coup qui va se brancher à l'appareil. Quand vous branchez l'appareil, ça lance l'enregistrement. Quand vous débranchez, ça arrête l'enregistrement. Cet enregistreur, il est en haute définition. On va récupérer les données qui vont être enregistrées dessus. Et une fois qu'on aura récupéré ces données-là, on a des personnes qui sont spécialement formées pour aller regarder sur le signal ECG toute présence de risques cardiaques, de troubles du rythme, mais également les risques d'apnée du sommeil et les risques liés au dérèglement du système nerveux autonome. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous parler du système nerveux autonome parce que c'est un vaste sujet, même si c'est hyper intéressant, mais c'est globalement un très bon indicateur de votre état de forme. Est-ce que vous êtes en fatigue neurologique? Est-ce que vous êtes en stress? Comment vous pouvez réguler ça, et notamment à travers l'activité physique? Les personnes qui sont concernées par qui pourraient être intéressées par ce dispositif Le grand public, on dit toujours prévenir, c'est mieux que guérir, c'est totalement vrai. Même si effectivement, en termes d'études scientifiques, on estime qu'il y a une prévalence à partir de 45 ans. C'est l'âge à partir duquel les facteurs de risque commencent à apparaître. Et c'est à partir du moment où c'est intéressant, tous les 2-3 ans, de vérifier qu'il n'y ait pas de nouveaux facteurs de risque qui apparaissent pour les prendre en charge le plus tôt possible. Typiquement, l'apnée du sommeil, c'est le cas. Il vaut mieux la détecter tôt pour pouvoir agir dessus plutôt que d'attendre d'avoir une apnée sévère et être en situation de devoir porter un masque. C'est pas toujours très sympa et c'est pas le plus sexy. Alors, les AVC, on connaît tous ce terme, mais c'est peut-être l'occasion de rappeler ce que c'est et du coup ses conséquences. Oui, tout à fait. Alors, AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. Il existe deux types essentiellement d'AVC. Les AVC ischémiques, qui sont à peu près à 80% des AVC, c'est le résultat d'un caillot, une thrombose, qui va venir bloquer une partie du cerveau en irrigation, en sang et en oxygène. C'est les plus communs aujourd'hui. Et puis, les AVC hémorragiques, qui sont à peu près les 20% restants, qui sont dus à un vaisseau qui va éclater. Et du coup, les symptômes sur la personne, parce que le boîtier est là pour les prévenir, mais quand une personne fait un AVC, qu'est-ce qui se passe en fait? Oui, alors nous, on ne va pas prévenir l'AVC, on va aller rechercher des facteurs de risque pour réduire le risque de faire un AVC in fine. Les signes, alors ils peuvent être nombreux. Ils peuvent être complémentaires ou être relativement isolés. Ça va être un gros mal de tête, un mal de crâne comme on n'en a jamais eu. Vous pouvez prendre autant de Doliprane que vous voulez, ça ne fera pas passer le mal de tête. Un problème de vision, une vision qui se trouble, une vision avec des points noirs, un champ visuel qui va se réduire. L'incapacité de mettre ses membres supérieurs à l'équilibre. Vous pouvez demander à la personne de le faire. Si elle était capable de le faire avant et qu'elle n'y arrive pas, qu'il y a un bras par exemple qui n'arrive pas à monter, ça peut typiquement être le début d'un AVC. Les troubles de la communication, une personne qui dit des choses incompréhensibles, qui n'ont pas de sens, qui peuvent être conscients ou non de la part de la victime, elle peut se rendre compte que ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle souhaitait dire, et puis elle peut en fait continuer à parler et que ce soit vous qui vous disiez mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça peut être aussi des vomissements, notamment au niveau des AVC du cervelet. Ça peut être accompagné de vomissements, de problèmes d'équilibre. L'incapacité à rester debout, il faut s'allonger parce que c'est comme un peu si on avait le mal de mer. On n'arrive pas à rester debout. Les facteurs de risque des AVC, il y en a plusieurs, j'imagine. Oui. L'âge. Oui, alors simplement pour terminer avec les signes, dans ce cas-là, il n'y a pas 1 minute à attendre, il faut appeler le 15 immédiatement. Le 15, pourquoi? Parce que déjà, vous serez avec un médecin régulateur qui pourra vous aider et vous accompagner dans le diagnostic, mais aussi parce qu'ils feront la liaison avec les urgences pour vous prendre en charge le plus rapidement possible.
Le cerveau, il n'aime pas du tout vivre sans oxygène et sans sang. Donc, plus vous attendez, plus vous vous mettez en danger de risque de mort et de séquelles. Donc, le plus vite vous serez pris en charge, le mieux c'est. Et pris en charge, ça veut dire attendre les secours, arriver à l'hôpital, faire les IRM, les scanners, etc., être diagnostiqué et savoir comment on va vous prendre en charge. On perd 2 millions de neurones chaque minute quand on fait un AVC, alors qu'on en a beaucoup de base, mais on en perd quand même aussi beaucoup, d'où l'importance d'agir le plus vite possible. Et c'est un message que j'adresserai d'autant plus à vous, mesdames, parce qu'en général, on retient très bien les messages de prévention, mais on ne les applique pas à soi-même. On se dit « Ah, c'est pas grave, ça va passer, je vais attendre un petit peu ». On n'a pas le luxe, dans le cas de l'AVC, d'attendre. Il vaut vraiment mieux déranger, entre guillemets, le 15, plutôt que de se dire « ça va passer ». Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, il faut appeler. Et pour répondre à la deuxième question, effectivement, il y a beaucoup de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on ne peut malheureusement pas trop agir. Ça va être l'âge, le sexe. Aujourd'hui, l'AVC, c'est la première cause de mortalité chez la femme. On va avoir des facteurs de risque, pour le coup, sur lesquels on va pouvoir avoir une action, qui vont plutôt être des facteurs de risque métaboliques, l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les apnées du sommeil, tout ce qui va être trouble rythmique et notamment la fibrillation atriale, le dérèglement du système nerveux autonome à terme est un facteur de risque. Vous pouvez avoir des maladies qui vont être plutôt génétiques, des maladies des petites artères, etc. Et puis évidemment le mode de vie, la sédentarité, la mauvaise alimentation, l'alcool, le tabac. Voilà. Ça, on peut vraiment agir dessus. Et vous avez bien insisté sur l'importance de d'essayer de détecter l'AVC au plus tôt possible pour qu'on s'en remette. Est-ce qu'on peut se remettre complètement d'un AVC ? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, malheureusement, on ne savait pas les prendre en charge, donc on restait souvent paralysés. Aujourd'hui, si la prise en charge est rapide, on peut espérer recouvrir complètement. Tout va vraiment dépendre de la zone qui va être concernée quand on va avoir un AVC, du temps de prise en charge et de sa capacité de rééducation derrière. Mais en général, il y a toujours une possibilité de récupérer. Quelqu'un qui est aphasique, donc post-AVC, donc c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un trouble de la communication, ça peut récupérer même 10 ans plus tard. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible, parce que tant que la personne ne parle pas, on ne se rend pas compte qu'elle a un problème. Mais ça peut toujours récupérer, il ne faut pas perdre espoir. Et j'aimerais qu'on revienne sur le dispositif NeuroCoach. Comment est née l'idée de mettre en place Oui, alors très bonne question. Alors comme je vous le disais, donc ça a été conçu au niveau on travaille avec le CHU de Saint-Étienne. Donc nous, notre entreprise, elle a été créée il y a quelques années par des cardiologues du CHU de Saint-Étienne qui voulaient avoir un outil qui puisse leur permettre d'agir justement en prévention primaire avant l'AVC. Parce qu'ils avaient conscience typiquement de l'apnée du sommeil, qui est un facteur de risque, qui est asymptomatique, parce que souvent, on n'a pas forcément de signes, on ne l'associe pas à l'apnée du sommeil, et puis ça se produit la nuit, donc du coup, on n'a pas toujours conscience qu'on en souffre. Et malheureusement, il y a trop de personnes chez qui on va découvrir une apnée ou un problème cardiaque après avoir eu un AVC. Et ils se sont dit, c'est trop dommage, parce que si on pouvait le diagnostiquer plus tôt, on pourrait prendre en charge ces personnes-là et on éviterait des AVC. Donc voilà un petit peu comment tout ça s'est mis en place il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on pourrait faire une démonstration avec ou c'est... Oui, alors on pourrait, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Vous pouvez en fait simplement, on poserait les électrodes et on enregistrerait le signal ECG. Parce que la question, c'est est-ce que pour les personnes, c'est facile d'utilisation? Oui, c'est très facile d'utilisation. Ça a été conçu pour, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bouton, c'est pour ça qu'il n'y a pas de manipulation spécifique à faire. Et pour les personnes qui seraient intéressées, je suis sur le stand de Groupama, donc vous pourrez venir me voir pour qu'on en parle plus en détail. Et sachez que Groupama fait un tirage concours qui vous permet d'être, si vous êtes gagnant, d'accéder gratuitement au test. Donc ça peut valoir la peine de vous inscrire et de peut-être gagner un test gratuit. Sinon, le kit est à 78,70 € avec une réduction de 20% à l'occasion de cette journée, ce qui vous porte à 63 €. Et c'est très simple, en fait, vous vous inscrivez sur notre site internet neurocoach.fr, on vous envoie tout le nécessaire pour faire le test de chez vous. Vous avez juste à passer la nuit avec, vous nous le renvoyez et nous, on va analyser vos données et vous renvoyer un compte-rendu détaillé. Et si vous n'avez pas Internet, vous pouvez nous appeler et on s'en occupera. Il n'y a pas de souci. Non, tout est possible et on a aussi l'habitude
Il y a quelques années, pendant le Covid, on a participé à une cohorte qui s'appelle la cohorte Proof, qui est une cohorte stéphanoise de personnes qui ont plus de 85 ans et qui ont très bien su gérer le dispositif de chez elles par elles-mêmes. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bon, on va peut-être passer aux questions. J'imagine qu'au sujet des AVC, il y a peut-être pas mal d'interrogations. Devinez quoi? D'accord. Alors, tout dépend en fait du test que vous allez faire chez le cardiologue. En fonction des tests que vous allez faire, ils vont être en capacité de voir plus ou moins de choses. Typiquement, si vous allez chez le médecin et que vous faites un test pour la tension, il peut se rendre compte à ce moment-là que vous êtes en hypertension. S'il ne fait pas le test, vous pouvez très bien être en hypertension. Simplement, vous n'avez pas fait le test, donc vous ne le savez pas. Donc, c'est vrai pour toutes les spécialités. Tout va dépendre du test qu'il va vous faire faire. Vous pouvez toujours l'orienter sur des choses que vous avez envie d'investiguer. Des questions peut-être, monsieur? Vous m'aviez... Je vais venir vers vous pour que tout le monde puisse vous entendre. Une petite information qui pourra servir à tout le monde. Quand le professeur Loga, l'hôpital de Lyon, m'a opéré du cœur, 4 pontages, je lui ai dit, professeur, donc je suis à l'abri d'un AVC. Ah, il m'a dit, non, pas du tout, vous risquez d'avoir un AVC comme tout le monde. Par contre, je vais vous donner un petit conseil qui va vous limiter les risques. C'est-à-dire, vous faites la cohérence cardiaque 3 fois par jour, vous avez 70% de chances en moins, médicalement reconnues, d'attraper un AVC. C'est tout ce que j'ai à dire pour aider tout le monde. Alors, la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque, bon, on vous le souhaite pas du tout. C'est sûrement ça qui vous maintient en forme là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration où vous allez prendre des profondes inspirations et des profondes expirations. Ça permet effectivement de réguler la fréquence cardiaque. Oui, mais j'ai expliqué globalement pour les personnes qui ne savaient pas ce que c'était que la cohérence cardiaque. J'ai une question ici. Vous ne parlez pas de l'AIT. Oui, il ne m'a pas posé la question. Alors moi, je n'ai pas répondu. Alors, très bonne question. Qu'est-ce qu'un AIT? Alors, un AIT, c'est un accident ischémique transitoire. Donc, vous retrouvez la notion d'ischémie comme on avait dans l'AVC, sauf que ça va être transitoire. Vous pouvez également entendre parler de mini-AVC ou de petit AVC. En fait, c'est la même chose qu'un AVC, c'est-à-dire qu'il y a un caillot à un moment qui est parti quelque part, sauf que ce caillot, il était soit trop petit, donc en fait, il s'est délogé tout seul, soit il s'était positionné dans un endroit, on va dire, non stratégique, par exemple un œil, donc vous perdez la vue un temps, mais ça revient, ça peut être très passager, très temporaire, et ça ne va pas laisser de séquelles. L'idée, c'est de se dire que ça, c'est le signe typiquement d'AVC. Parce qu'il y a toutes les chances pour que si vous avez eu un AIT à un moment, s'il y a quelque chose qui a favorisé l'apparition d'un caillot, il y a toutes les chances pour que ce caillot, à un moment, il y en ait un autre. Et le risque, c'est que cette fois-ci, le caillot, il se loge vraiment. Donc souvent, les personnes qui vont avoir ça, qui vont être prises en charge pour un AIT, on sait qu'il y a 80% de risque en moins d'avoir un AVC derrière parce qu'on va essayer de chercher qu'est-ce qui a fait que cet AIT s'est produit. D'autres questions peut-être concernant la compréhension et la prévention des AVC? Non? Qu'est-ce que c'est, monsieur? La cohérence cardiaque. Non, pas d'autres questions? Bon, écoutez. Super. Si tout a été clair pour vous, vous êtes présente de toute manière au stand, comme vous l'avez dit, dans la salle à côté. Oui, je suis sur le stand de Groupama, exactement. Faut savoir que l'AVC, ça touche n'importe qui à n'importe quel âge. On croit souvent que c'est exclusivement chez les seniors, mais ce n'est pas le cas.
même les enfants. Alors c'est très rare, mais ça arrive qu'il y ait des AVC pédiatriques. Ça peut arriver à tout âge. Évidemment, quand ça arrive à 30 ans, ça n'a pas le même impact sur un chemin de vie que quand ça arrive à 90 ans. Donc d'où l'importance de faire attention. C'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, vraiment, c'est d'insister sur l'importance de la réaction. Si un jour vous êtes victime ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage où vous vous dites là, il se passe quelque chose, n'hésitez vraiment pas à appeler le 15. Ça peut vraiment sauver des vies et ça peut vraiment réduire le risque des séquelles. Aujourd'hui, les séquelles, essentiellement les plus connues, c'est l'hémiplégie, c'est-à-dire la paralysie soit d'un membre supérieur, inférieur ou total, et l'aphasie. Le trouble de la communication qui peut vraiment aller de l'incapacité à communiquer, des problèmes de compréhension aussi, et puis ça peut être des bégaiements, des mots qui sont inversés. Voilà, c'est les principales séquelles aujourd'hui de l'AVC. Question, madame. Un ictus amnésique peut-il dériver en AVC ? Alors, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, ictus, normalement, c'est la notion d'AVC. Amnésique, en revanche, je ne saurais pas trop je voudrais pas vous répondre de bêtises. D'accord. Tout ce qui se passe, ouais. Et il a eu des examens ensuite. Ils n'ont rien trouvé. Alors j'ai la définition, c'est un trouble neurologique caractérisé par des épisodes soudains et temporaires de perte de mémoire. Non, là comme ça, je ne vous dirai pas spécifiquement, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Vous pouvez demander au stand du CHU, je suis sûre qu'ils sauront vous répondre. Oui. Alors oui, effectivement, tout à l'heure, j'y ai pensé quand on a parlé de la prise en charge et quand vous me demandiez par rapport aux séquelles, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc merci madame, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on arrive à mieux prendre en charge, c'est parce qu'on a amélioré les traitements. Il y a quelques années encore, il n'existait pas vraiment de traitement. Alors dans le cas des AVC hémorragiques, il n'y a pas beaucoup de traitements, si ce n'est trouver la fuite et colmater la fuite. Hein. Nous sommes une tuyauterie. Dans le cas d'AVC ischémiques, on va avoir deux solutions. Soit la thrombolyse, c'est globalement un des stops. Donc c'est un produit qu'on va injecter pour aller dissoudre le caillot. Et effectivement, il va avoir une action très efficace très tôt après la formation du caillot. D'où encore une fois l'importance d'agir vite. En complément de ça, ou des fois aussi parce que la thrombolyse n'est pas préconisée, il va y avoir ce qu'on appelle la thrombectomie, qui est une action mécanique. Donc en fait, on va insérer un petit filet en forme d'hélice qui va aller récupérer le caillot, qui va l'accrocher et qui va le sortir pour tout simplement déboucher le passage et laisser le passage du sang. Et ça, c'est vraiment des techniques, typiquement la thrombolyse, qui a moins de 10 ans, je crois, et qui permet aujourd'hui d'agir beaucoup plus efficacement sur les AVC qu'avant, parce qu'on n'avait pas beaucoup de méthodes. Donc effectivement, aujourd'hui, on a ces traitements-là qui nous permettent d'être d'autant plus efficaces et au bout de quelques heures, de déjà recouvrir une personne qui a un AVC. Après une thrombolyse, après quelques heures, elle peut déjà recouvrir le mouvement si elle l'avait perdu. J'ai vu des mains qui s'étaient levées. Pardon ? Les traitements anticoagulants. Alors oui, mais ça, c'est plutôt en prévention. C'est plutôt en prévention, et en prévention, par exemple, de personnes qui vont souffrir de maladies qui vont favoriser le risque, typiquement la fibrillation atriale. C'est un facteur de risque que nous, on va aller rechercher au niveau du neurocoach. C'est un trouble rythmique qui est assez fréquent. En fait, c'est le cœur qui fibrille. Donc votre cœur, en fait, il fait un peu comme ça, il fait un peu n'importe quoi. Donc il y a une activité électrique qui est désordonnée. Et là, le risque, en fait, c'est que le sang qui est rentré, il parte un peu dans tous les sens. Normalement, votre sang, c'est une pompe, hein. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc là, ça va un peu de partout. Et à un moment donné, ça va arrêter de fibriller. Donc votre sang, il va être réexpulsé. Et le risque, c'est que pendant cette phase de fibrillation, il y a un caillot qui se soit formé. Et ce caillot-là, quand il va être réexpulsé, la sortie, c'est l'autoroute vers le cerveau. Donc du coup, le risque, c'est que le caillot, il remonte au cerveau et que ça fasse un AVC. Donc effectivement, typiquement, quand on a de la fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire, comme ça s'appelait avant, on peut prescrire des anticoagulants qui ne vont pas soigner la fibrillation, mais qui vont permettre de fluidifier le sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas de caillot qui se forme. Donc effectivement, ça, c'est plutôt un traitement, mais préventif. Une autre question. Oui. Facteur héréditaire des AVC. Bonne question. Alors, aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé qu'on transmettait l'AVC. Peut-être qu'un jour, on arrivera à quelque chose. Aujourd'hui,
on ne transmet pas. Par contre, on peut transmettre des facteurs de risque. Si vous êtes dans une famille de diabétiques, par exemple, vous avez un risque plus important d'être vous-même diabétique. Et en ce sens, vous êtes plus à risque d'avoir des AVC parce que le diabète favorise l'apparition de problématiques qui vont favoriser l'AVC. Mais on ne va pas transmettre directement l'AVC. En revanche, si vous avez des parents qui ont eu des problèmes de type AVC jeunes, à qui ça arrivait assez jeune, ça peut valoir la peine d'en parler avec votre médecin parce que vous avez peut-être des maladies génétiques autres, des maladies héréditaires qui favorisent les AVC, typiquement peut-être des choses au niveau des artères, au niveau des vaisseaux, et qui vont en ce sens vous rendre plus vulnérable de l'AVC. Mais l'AVC en tant que tel n'est pas héréditaire. Eh bien, merci. On va poser une dernière question parce qu'après, il faudra qu'on passe à la table ronde. Allez-y. J'ai ma mère qui fait une fuite aortique. Est-ce que ça peut être... lié au cerveau ? Alors, bonne question encore une fois. Je ne saurais pas trop vous dire. Je pense que si c'est pris en charge, je pense que c'est surveillé et contrôlé. Donc là, comme ça, je vous dirais non. Mais je ne suis pas une spécialiste des fuites aortiques. Donc, du coup, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Eh ben non, alors ça peut avoir les mêmes raisons. Moi, typiquement, en dehors de mon travail, je fais aussi des podcasts où j'interviewe des personnes qui ont eu des AVC. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer une maman qui a eu son enfant qui a eu un AVC pareil à la naissance. C'était une maladie génétique, en l'occurrence, qui a favorisé l'AVC dans son cas. Donc voilà, ça peut être de différentes sources. C'est pas spécifiquement différent des autres. Si ce n'est que comme c'était génétique, ça s'est produit très tôt parce que le problème était très présent. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci à vous. Je rappelle, Claire Bory, que vous êtes présente sur le stand de Groupama et que vous êtes à la disposition n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça.